Merci. Nous attaquons maintenant la deuxième session scientifique autour des travaux sur les maladies de la cornée par l'équipe du professeur Borderie et de Nassim Bouraoua. À toi, Vincent. Merci, Michel. Alors, avec Nassim Bouraoua, on va vous présenter un petit peu ce qu'on réalise dans l'équipe pour essayer de prendre en charge les patients avec des maladies de la cornée. Donc, vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément des maladies gentilles et sympathiques et qu'on rejoint un petit peu le lot de ce que nos collègues de la rétine ont à traiter. Alors, Nassim vous parlera d'un grand problème qui est celui de l'innervation. Et moi, je vais vous parler un petit peu de la prise en charge des cécités cornéennes en balayant les 30 dernières années avec l'évolution qui s'est faite depuis la greffe de tissu et qui maintenant est au stade de la thérapie cellulaire pour un certain nombre de pathologies. Alors, est-ce que ça... Non, je ne sais pas si pour passer les diapositives, Michel peut-être. Non. Ah, ça marche. Voilà. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que ça marche? Ah, c'est pas le bon. Merci. Alors d'abord, vous expliquer un peu ce que c'est que la cornée. Donc la cornée, c'est un tissu qui est transparent et qui permet globalement à l'image de se former sur la rétine. Et donc si la cornée n'assure pas ses fonctions, ben, malheureusement, on devient aveugle. La voilà en coupe grâce à l'imagerie en OCT. Et brièvement, ben, la cornée, c'est un tissu très fortement spécialisé, qui comporte plusieurs couches, globalement 3 grandes couches, l'épithélium en superficie, une couche qui représente 90% de son épaisseur qui est un stroma, c'est un tissu conjonctif avec des cellules qu'on appelle des kératocites, et puis une couche postérieure très fine, l'endothélium, qui est en fait une touche de Shadok. C'est des cellules qui vont pomper l'eau et qui vont permettre à la cornée de rester transparente tout au long de notre vie. Les maladies de la cornée, elles peuvent atteindre ces trois couches, l'épithélium, le stroma ou l'endothélium. Et il y en a énormément de maladies. Je vais vous en montrer simplement 2 ou 3 qui touchent le stroma et l'endothélium, qui sont les principales maladies. La première qui touche le stroma, c'est le kératocone, qui est une maladie dans laquelle la cornée va s'amincir et se déformer en forme de cône, d'où son nom de kératocone, et qui peut malheureusement évoluer jusqu'à une vision très très basse qui peut demander la réalisation d'une greffe pour restaurer la vision. Au niveau du stroma, on a un certain nombre de maladies qui sont d'origine génétique, qu'on appelle les dystrophies cornéennes. Alors vous en voyez une ici qu'on appelle la dystrophie granulaire, qui consiste en des dépôts de protéines anormales au sein du stroma cornéen. Pour les maladies de l'endothélium, la principale à l'heure actuelle est ce qu'on appelle la dystrophie de Fuchs, qui est une maladie à prédisposition génétique dans lesquelles les cellules endothéliales dysfonctionnent, n'arrivent plus à pomper l'eau. Et donc, lorsque ces cellules dysfonctionnent trop, eh bien, on a un œdème de cornée qui apparaît et la cornée va perdre sa transparence. Alors, depuis plus d'un siècle, le traitement de ces pathologies, c'est la greffe de cornée, lorsqu'elles sont bien entendu évoluées. La première greffe, c'est 1906. Donc vous voyez qu'on a un recul maintenant assez important en matière de greffe de cornée. Mais ces premières greffes ne donnaient pas un résultat visuel extraordinaire. Ça permettait de passer de l'état de cécité à la perception des mouvements. Les progrès de la microchirurgie après la Deuxième Guerre mondiale, avec le microscope opératoire, les microsutures, etc., ont permis là d'aboutir à des résultats visuels très intéressants et à des restaurations de la vision. Aux alentours des années 1990, en Europe, il y a eu des développements très importants qui ont été faits sur la technique de conservation et de préparation des greffons cornéens avec une technique qu'on appelle l'organoculture.
Et donc on est passé de techniques très simples où quand j'étais interne, on prélevait un globe oculaire, on le préparait sur un coin de table au bloc opératoire et puis on allait faire la greffe, à des techniques qui se passent dans des salles blanches avec des contrôles de sécurité, des contrôles microbiologiques, des contrôles de qualité du tissu et une délivrance de tissus pour la greffe qui sont des tissus qui ont une bonne fonction et en plus qui sont stériles. Et depuis 20 ans, eh bien, on a eu des développements de techniques de greffe complexes, qu'on appelle les techniques de greffe lamellaire antérieure profonde et greffe endothéliale. Alors de quoi s'agit-il? Pour une maladie du stroma, on va enlever le stroma et donc ne greffer que le stroma. Pour une maladie de l'endothélium, on va enlever l'endothélium du patient et donc greffer un nouvel endothélium à ce patient. Alors, le principe, ça va être de ne remplacer que la couche malade de la cornée, hein, avec une hypothèse de départ, c'est qu'on va avoir une chirurgie moins invasive et donc de meilleurs résultats fonctionnels et anatomiques à moyen et long terme, comme c'est le cas pour l'ensemble de la chirurgie, toutes spécialités confondues. Mais c'est une hypothèse. Le challenge, c'est qu'on va travailler, il va falloir séparer deux couches, le stroma de l'endothélium, et cet endothélium, ainsi que sa membrane basale, qu'on appelle la membrane de Descemet, a une épaisseur de 15 microns. Hein. Donc, aux alentours de 2 centièmes de millimètre. Donc, vous imaginez que le challenge sur le plan chirurgical, séparer deux couches, avec une fragilité pour la deuxième couche très importante. Il a donc fallu développer des techniques, que je vais essayer de vous montrer sur le plan chirurgical pour arriver à faire ça. La première greffe qui s'est développée, c'est la greffe lamellaire antérieure profonde, qui, elle, a pour but d'enlever tout le stroma, de laisser en place l'endothélium et sa membrane de Descemet. Donc c'est cette couche qui fait 15-20 microns d'épaisseur. Donc vous voyez ici comment ça se passe. En fait, c'est une astuce chirurgicale. On va injecter de l'air dans le stroma de la cornée, ce qui va nous permettre de détacher la partie postérieure de la cornée du stroma. Ensuite, eh bien, on va faire greffer une cornée en ayant enlevé l'endothéliodescemet de cette cornée. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Alors, quand on parle de greffe, on parle d'une chirurgie dont les résultats ont pour but de conserver la vision pendant toute la vie du patient. C'est ça notre objectif. Donc la réponse à la question « est-ce qu'une technique est bonne ou pas ?», on ne l'a pas à court terme, on ne l'a pas dans un essai randomisé qui va suivre les patients pendant 1, 2 ou 3 ans. On l'a sur un suivi prospectif très très long, à très long terme des patients. Donc pour savoir si la greffe lamellaire antérieure profonde a un intérêt, eh bien, avant d'avoir les résultats dans la vraie vie, on a d'abord essayé de modéliser les choses. Et donc on a développé des modèles mathématiques à partir de la survie qu'on observe chez les patients et puis la décroissance de la population des cellules endothéliales qui sont responsables de la transparence du greffon et qui vont aboutir, lorsqu'elles ne sont plus assez nombreuses, à la perte de la transparence du greffon. Et ce qu'on avait pu donc démontrer il y a 10 ans, c'est que lorsqu'on fait une greffe lamellaire antérieure profonde, eh bien, on améliore la survie prédite à long terme du greffon d'une médiane de 17 ans, ce qui est à peu près la médiane de survie d'une greffe classique, à 49 ans pour une greffe lamellaire antérieure profonde. Donc on a l'espoir d'avoir une survie à long terme qui permettra à nos patients jeunes de conserver leur greffon pendant toute leur vie. Parce qu'on va greffer des patients, comme les patients qui ont un kératocone, on va les greffer à 20-30 ans. Et ils vont pouvoir vivre, et bien entendu, 80 ans, peut-être 90 ans. Alors, on a ensuite pu démontrer qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'avantages. On diminuait la fréquence des rejets avec ces techniques et on supprimait les échecs de la greffe par rejet. Ensuite, on a pu démontrer qu'on avait également moins de glaucome
avec cette chirurgie. Et malheureusement, le glaucome, donc Christophe Baudouin et Antoine Labbé vous ont largement parlé, c'est une complication redoutable pour les patients greffés qui peut leur faire perdre la vision. Et donc, vous voyez là que le risque de perdre la vue à cause d'un glaucome après une greffe de cornée diminue beaucoup grâce à ces techniques lamellaires. Cette année, nous avons enfin, 20 ans après le début de cette aventure, la réponse à l'hypothèse de départ. Est-ce qu'on va effectivement améliorer la survie des greffons à long terme? Eh bien, la réponse est oui. Vous voyez la survie donc là, c'est une très large cohorte de patients. On suit plus de 2200 patients et 2700 greffes, avec un recul qui maintenant atteint 30 ans pour les premiers patients. Eh bien, vous voyez que les patients qui ont une greffe lamellaire antérieure profonde, à 20 ans, ont un taux de survie du greffon qui est proche de 90%, alors que pour ceux qui ont une greffe classique, il est de 80%. Et bien entendu, la différence est significative. Donc nous avons maintenant réellement l'espoir que nos patients jeunes qu'on va greffer avec cette greffe lamellaire antérieure profonde pourront conserver leur vision pendant toute leur vie. La deuxième technique qui s'est développée, c'est la greffe endothéliale. La greffe endothéliale, ça va consister à greffer cette membrane de Descemet avec ces cellules endothéliales, c'est-à-dire un tissu de 15 microns d'épaisseur. Donc on va préparer, on va le séparer du reste du greffon et on va l'injecter dans l'œil pour aller le coller contre la cornée, dont on aura au préalable enlevé l'endothélium et la membrane de Descemet. Et ceci va permettre d'apporter ces cellules endothéliales aux patients qui vont permettre de restaurer la transparence cornéenne. Alors c'est une technique qui est finalement très simple, qui n'est pas compliquée sur le plan chirurgical, mais c'est quand même une innovation extraordinaire parce que honnêtement, il y a 20-30 ans, ça paraissait de la science-fiction de penser qu'on pouvait aller greffer la membrane de Descemet de 15 microns à un patient, ça paraissait totalement impossible. Et l'inventivité de quelques chirurgiens l'a rendu possible. Alors ces techniques de greffe endothéliale, eh bien, on en a un certain nombre en fonction de l'épaisseur de ce qu'on va greffer. On passe de ce qu'on appelle la dissec à la dimec, c'est-à-dire la greffe uniquement de la membrane de Descemet et de l'endothélium. Alors là aussi, est-ce que c'est un progrès pour les patients? Eh bien, cette année, on a la réponse. Là aussi, sur 1758 patients greffés, on a la réponse. Effectivement, les patients qui ont une greffe endothéliale ont une survie à moyen terme qui est supérieure à la survie des greffons chez les patients qui ont une greffe transfixiante. Donc c'est un progrès. Alors vous voyez que les taux de survie sont moins élevés que pour la greffe lamellaire antérieure profonde, mais finalement ce n'est pas trop grave parce que c'est des patients qu'on va greffer plus âgés. Là, on est dans une population qu'on va greffer entre 70 et 85 ans. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un greffon qui dure pendant 50 ans. Là, déjà, si notre greffon peut durer 15 ans ou 20 ans, eh bien, c'est une bonne chose pour le patient. Alors, il y a des limites à la greffe de cornée. Je vous ai parlé du stroma, de l'endothélium, mais il y a l'épithélium. Alors, le problème de l'épithélium, c'est qu'il se renouvelle en permanence à partir des cellules qui sont en périphérie. Donc quand on fait une greffe de cornée, l'épithélium du greffon, il va être remplacé par l'épithélium que le patient produit en permanence. Et donc si vous avez une maladie de l'épithélium, que vous faites une greffe de cornée, eh bien la maladie de l'épithélium va se reproduire au bout de quelques mois sur le greffon. Donc la greffe de cornée n'est pas la solution à ces maladies de l'épithélium. Alors, quelles sont ces maladies? Ça peut être des brûlures graves, dans lesquelles les cellules souches qui vont renouveler en permanence l'épithélium ont été détruites. Ça peut être des maladies d'origine immunitaire, comme la pemphigoïde, le syndrome de Stevens-Johnson. Ça peut être également des maladies génétiques, comme ici l'aniridie, qui est une maladie liée à des mutations du gène PAX6. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces maladies? Tout d'abord,
il y a eu un groupe mondial qui a fait un consensus pour essayer de définir la maladie et qu'est-ce qu'on devait faire en fonction des stades. Et bien entendu, alors on va classifier cette maladie en fonction du pourcentage d'atteinte de la surface de la cornée. Et là, on parle bien entendu de patients dont la cornée est totalement déficiente, il n'y a plus aucune cellule souche. Et l'épithélium cornéen a été complètement remplacé par un épithélium conjonctival qui a perdu sa transparence. Alors, il y a 30 ans, il n'y avait aucune possibilité thérapeutique. Et puis, se sont développées des techniques, ont été proposées des techniques. La première, ça a été de greffer le tissu qui est en périphérie de la cornée, qu'on appelle le limbe, au niveau duquel on a le réservoir des cellules souches de l'épithélium. C'est donc la greffe de tissu limbique. La deuxième, ça a été de dire on va greffer simplement les cellules souches en les ayant fait pousser au laboratoire. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit on va aller chercher des cellules souches ailleurs. Pour l'instant, la source de cellules souches qu'on peut utiliser dans certains centres, c'est les cellules souches de la muqueuse buccale. Il y a d'autres travaux qui essayent de développer les cellules pluripotentes induites. Et puis, il y a des raccourcis chirurgicaux qui ont été développés du fait des problèmes, notamment financiers, que posent les techniques de thérapie cellulaire, avec notamment une technique qu'on appelle la SLET. Alors, une des questions sur ces différentes techniques qui ont été développées, c'est finalement, quelle est la meilleure technique pour le patient qui est en face de nous. Et là-dessus, nous avons contribué avec un essai qui était un essai de phase 1-2 et qui a permis de faire la première étude comparative de deux grandes techniques qui sont la thérapie cellulaire par greffe de cellules souches limbiques cultivées et puis la greffe de tissu limbique. On avait 4 groupes de patients. Des patients qui ont reçu des cellules souches autologues, c'est-à-dire qu'ils avaient une atteinte unilatérale, donc on a pu prendre des cellules sur l'œil sain, les envoyer au laboratoire et ensuite les greffer. Et puis des patients dont les 2 yeux étaient pathologiques, donc là il fallait prendre des cellules souches chez un donneur, c'est ce qu'on appelle une greffe allogénique. Alors voilà comment ça se passait au laboratoire. Donc on a cultivé ces cellules à partir d'un petit explant qu'on avait prélevé sur une cornée. Ces cellules sont cultivées sur une membrane amniotique humaine et donc on obtient au bout de 2-3 semaines ce qu'on appelle un produit de thérapie cellulaire. Voilà ce produit de thérapie cellulaire prêt à partir au bloc opératoire. Sur le plan chirurgical, qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous avez une greffe autologue. On va donc prélever un tout petit explant au niveau du limbe de l'œil sain. On envoie cet explant au laboratoire après l'avoir fixé sur une membrane amniotique. Donc, vous voyez ici la membrane amniotique. On va suturer ce petit explant sur la membrane amniotique. Et au bout de 2-3 semaines, on va pouvoir opérer le deuxième œil que vous voyez en bas. Donc, vous voyez que c'est un œil qui est vraiment très très malade. On ne voit rien quand on a un œil dans cet état. On va enlever tout le tissu fibrotique qui s'est développé à la surface de la cornée. Et donc, on va aller greffer notre produit de thérapie cellulaire que vous voyez ici, qui est en fait une membrane amniotique avec des cellules qui ont poussé à sa surface au laboratoire. Alors voilà ce que ça peut donner. Vous avez ici un patient qui a une brûlure unilatérale avec une vision effondrée dans l'œil malade. On fait le petit prélèvement, on cultive les cellules au laboratoire et on va ensuite greffer ces cellules sur l'œil malade. Et cette patiente, elle est passée d'une acuité visuelle de 1 sur 200 à 4 dixièmes, ce qui est un gain considérable au point de vue vision. C'est 19 lignes d'amélioration de la vision simplement avec la thérapie cellulaire. Alors, il y a un certain nombre d'équipes dans le monde qui se sont engagées dans ces essais cliniques, qui sont des essais quand même assez lourds. Globalement, les résultats, c'est que en cas de greffe autologue, on arrive à améliorer les patients, l'état de leur œil et leur vision dans 69% des cas.
Les résultats de notre essai clinique et de la comparaison avec le groupe rétrospective montrent que, eh bien, on améliore en cas de greffe autologue la vision et l'état de l'œil dans 70% des cas à peu près. Par contre, lorsqu'on doit utiliser un œil donneur, eh bien là, les taux de succès sont beaucoup plus bas, avec un suivi à moyen terme. Hein, c'est plusieurs années, c'est 3 à 5 ans. Au début, ça marche bien, mais après, ça ne marche plus. Et en ce qui concerne la sécurité de ces thérapeutiques, eh bien, là où on a le niveau de sécurité le plus élevé, c'est lorsqu'on fait pousser les cellules autologues au laboratoire. Le niveau de sécurité est supérieur à ce qu'on a lorsqu'on fait une greffe de tissu. En termes de résultats visuels, eh bien, ces patients qui ont reçu des cellules souches cultivées au laboratoire en autologue ont une amélioration de l'acuité visuelle très importante, en moyenne 9 lignes de progression de l'acuité visuelle. C'est réellement énorme pour quelqu'un qui a un œil qui est dans un état de cécité. C'est des patients qui avaient une vision très inférieure à 1/10 avant l'intervention. Voilà, en termes de sécurité, eh bien, on a des problèmes toujours avec les cellules souches allogéniques, mais avec les cellules souches autologues, on a un niveau de sécurité qui est très élevé. Alors, un des problèmes de la thérapie cellulaire, c'est comment est-ce qu'on définit un succès. On fait un peu de méthodologie pour rejoindre le topo de Philippe Chauméry-Info. C'est très important de savoir comment est-ce qu'on évalue ce qu'on fait, et c'est important d'essayer de le faire de manière objective. Alors là, l'imagerie nous aide beaucoup. On va faire une évaluation objective à partir de photos que l'on va traiter de manière informatique pour mesurer un certain nombre de biomarqueurs. On va utiliser l'OCT, sur lequel on a beaucoup travaillé et qui nous permettent d'évaluer de manière précise l'état de la cornée. Et on va utiliser également la microscopie confocale in vivo qui nous permet là de visualiser les cellules et de savoir précisément qu'est-ce qu'on a à la surface de la cornée. Est-ce que c'est un épithélium cornéen normal? Est-ce que c'est un épithélium conjonctival? Est-ce que c'est autre chose? Et là aussi, bien entendu, on a pu démontrer que globalement, quand on avait l'impression que la greffe fonctionnait, eh bien, les marqueurs objectifs nous confirmaient notre impression. Donc, quelques messages sur cette thérapie cellulaire. Cette greffe de cellules souches limbiques, elle améliore à la fois l'état de l'épithélium cornéen, mais aussi, et ce qui est beaucoup plus important, la vision des patients. Pour l'instant, il n'y a aucun essai randomisé. Il n'y a presque pas d'études comparatives. En fait, la seule étude comparative, c'est la nôtre. Et il y a très très peu d'études qui ont un suivi supérieur à 5 ans, ce qui est le cas de notre étude. Pour l'instant, lorsqu'on utilise des cellules autologues, eh bien, les résultats sont bien meilleurs que lorsque l'on doit utiliser des cellules d'un donneur. En plus, pour ces greffes allogéniques, le problème infectieux est très important, il est préoccupant. Mais lorsqu'on est en autologue, globalement, on a un taux de succès qui est proche de 70%, ce qui est quand même un résultat très très important, très rassurant pour les patients, parce qu'on parle de pathologies qui sont cécissantes et pour lesquelles il n'y avait aucune possibilité thérapeutique il y a 30 ans. Et en termes de comparaison entre les tissus et les cellules cultivées, les cellules cultivées donnent de meilleurs résultats avec un niveau de sécurité plus élevé. Le seul problème sur lequel on bute à l'heure actuelle, c'est le coût, c'est l'implémentation de la réglementation avec notamment des directives européennes qui font que maintenant, pour produire ces cellules, le coût est très élevé. Et il y a à l'heure actuelle une seule société, qui est une société italienne qui s'est lancée dans la production en tant que compagnie pharmaceutique de ces cellules. Et le coût d'un greffon, c'est 100 000 €. Alors bien entendu, 100 000 € pour faire une greffe, ça limite les possibilités thérapeutiques. Et donc là, il y a une petite réflexion à savoir de ce qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir un niveau de sécurité maximal, mais avec un coût qui ne permet plus de traiter les patients, ou est-ce qu'on devient un peu plus pragmatique? Est-ce qu'on se dit que c'est peut-être mieux de traiter les patients et d'être un peu moins exigeant sur la partie réglementaire?
l'avenir sur lequel on est en train de travailler, parce que eh bien, on a un projet là qui vient d'être financé par le PHRC national et on va donc pouvoir démarrer un deuxième essai de thérapie cellulaire. Alors, le premier dont je vous ai parlé, je l'avais démarré il y a 20 ans. C'était le premier essai en fait, de thérapie cellulaire en ophtalmologie en France, autorisé. Ça a été un développement très long pour arriver aux résultats qui ont été publiés il y a 3 ans. Là, on repart dans une nouvelle aventure qui est le stroma. Le stroma, on aimerait bien remplacer la greffe de tissu. Alors, je vous ai montré qu'on avait fait des progrès avec la greffe lamellaire antérieure profonde, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin en ne faisant plus de greffe, mais simplement en injectant des cellules dans le stroma des patients? Donc là, on s'apprête à préparer ce qui sera aussi là, une première, qui sera un essai clinique de phase 1-2, qui aura pour objectif d'évaluer la possibilité de l'injection de cellules souches stromales, qui sont des cellules qu'on a découvertes il y a récemment, pour permettre de restaurer la transparence cornéenne. Et là, on a les travaux préliminaires qui ont été faits chez l'animal et on s'apprête à passer à l'évaluation chez l'homme. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille sur ces pathologies de la cornée, dans lesquelles eh bien, vous avez des ophtalmos, des orthoptistes, mais également biologistes et également des physiciennes. Je vais passer maintenant la parole à Nassim Bourirawa qui va vous parler d'un autre aspect qui est l'innervation, qui est quelque chose de très très complexe. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc, alors effectivement, donc, on a parlé beaucoup donc, de la cornée et des cellules souches qui sont au niveau de la cornée. Et on a en fait donc, ces différentes couches qui ont été présentées, l'épithélium, le stroma et l'endothélium. Mais finalement, au sein de ce stroma, de cet épithélium, on a également en fait une innervation dans la cornée. Et cette innervation est très importante pour la protection de la cornée. Cette innervation, elle provient de la branche ophtalmique du nerf trijumeau, qui est un nerf crânien, qui est le nerf numéro 5. Et elle est très dense dans la cornée. Donc on voit ici par exemple sur des immunomarquages de cornée, on voit à quel point on peut avoir une densité importante. On voit en haut des terminaisons épithéliales, en dessous on voit des terminaisons stromales. Et ces terminaisons nerveuses vont véhiculer les informations vers le tronc cérébral pour déclencher des réflexes de protection de l'œil. Alors ces différents types de... cette innervation, en fait, elle se décline sous différents types. On parle souvent de l'innervation de façon générale, mais en fait, on a différents types de fibres. On va avoir des fibres qui vont répondre à des stimulations mécaniques. C'est quand on va appuyer sur la cornée, ça va déclencher une pression qui va être détectée. On a des fibres qui vont détecter des changements de température. On appelle ça des fibres au froid, récepteurs au froid. Et des récepteurs qui vont être plus polyvalents, c'est ceux qui détectent des stimuli chimiques, par exemple, comme quand on épluche des oignons et qu'on va avoir l'œil qui pleure. Ça, c'est des récepteurs polymodaux. Et ces différentes fibres, qui ont différentes fonctions, vont également avoir différentes formes. On peut les isoler. Certaines sont plus ou moins ramifiées que d'autres. Et donc, si on décompose l'image de tout à l'heure, on peut retrouver après, en rouge, par exemple, les fibres mécaniques. Si on surajoute après en vert des fibres polymodales et en bleu des fibres froides, et on obtient des images composées comme ça, où finalement on se rend compte que cette innervation est bien plus complexe que simplement un seul type de fibre. Et à fort grossissement, on peut voir l'enchevêtrement des fibres. Certaines ont plusieurs fonctions. Au niveau du ganglion trigéminé, on va retrouver également les différents neurones de différentes couleurs. Alors, cette innervation, donc, à quoi elle sert ? Donc, elle va servir donc, à détecter des informations à la surface de la cornée. Et ces informations, elles vont déclencher un réflexe de clignement, protecteur, un réflexe de larmoiement, mais elles vont également avoir un rôle dans la nutrition de l'épithélium. C'est-à-dire que les substances produites par les terminaisons nerveuses vont nourrir l'épithélium, et l'épithélium, lui aussi, en retour, va nourrir les terminaisons nerveuses. Également, elles vont avoir un rôle de régulation de l'immunité.
Et quand les terminaisons nerveuses ne sont pas bien fonctionnelles, on aura soit trop d'inflammation, soit pas assez de défense immunitaire. Donc tout ça fait que la cornée va être exposée à des micro-traumatismes, puisqu'il y aura moins de clignements, moins de larmoiements. Elle va être plus sensible aux infections et on va avoir donc tout un tas de conséquences qui vont altérer la surface de la cornée. Donc on arrive après à avoir donc, diminution des larmes, diminution de l'épaisseur de l'épithélium, puis un début de fonte au niveau du stroma, et puis jusqu'à une perforation de la cornée. Donc on peut imaginer ça comme ça. Donc sur des lésions simples, on peut avoir ce qu'on appelle la sécheresse oculaire. Sur des lésions plus importantes, on va avoir une maladie qui s'appelle la kératopathie neurotrophique. Et cette kératopathie neurotrophique, elle peut aller jusqu'à la perforation de la cornée. Donc jusqu'à présent, en fait, on n'a pas de traitements médicaux qui permettent de réinnerver une cornée complètement dénervée. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer les terminaisons nerveuses qui sont encore présentes, avec des collyres qui vont essayer d'améliorer l'état de la surface oculaire, des anti-inflammatoires ou des collyres faits à partir du sang des patients, le séromotologue. Mais quand la dénervation est complète, on n'a pas de solution pour réinnerver. Donc c'est un peu cet arbre de traitement en fonction des stades. Vous voyez, il y a la possibilité du lubrifiant, des anti-inflammatoires, des membranes amniotiques. Mais dans les cas de dénervation complète, on n'a pas de solution actuellement vraiment bien établie. Et donc c'est là que nous, on a proposé une approche chirurgicale qui s'appelle la neurotisation de la cornée. Alors la neurotisation de la cornée, ça consiste à réinnerver la cornée à partir d'un autre territoire. Et donc c'est une mise au point qu'on a fait avec un collègue ORL qui est le docteur Ben Kattar. Et on utilise donc un nerf qui est sensitif dans le cou, qui va nous servir d'autoroute pour réinnerver la cornée. Alors ces neurotisations, ça se pratique déjà dans d'autres spécialités, hein, ce n'est pas exclusif à la cornée. C'est beaucoup utilisé en orthopédie et en ORL, notamment pour des paralysies faciales ou des paralysies du plexus brachial. Et donc pour la cornée, ça a été aussi également utilisé au tout départ dans les années 70, mais ça n'a pas été publié, c'était simplement un rapport comme ça qui est passé inaperçu dans un dossier. Et puis après, il y a eu une chirurgien plasticienne qui a commencé à le faire sur des patients en utilisant des voies très invasives, c'est des voies coronales, avec des grandes incisions. Ça a été abandonné à cause de la lourdeur de la technique. Et puis après, il y a eu ces neurotisations indirectes qui sont mini-invasives. On utilise des lambeaux nerveux pour faire une transposition nerveuse. Et ça, c'est les neurotisations mini-invasives qu'on a pu mettre au point, en parallèle d'autres équipes au Canada également, en utilisant pour eux un nerf qui est dans la jambe et nous, un nerf qui est dans le cou. Alors. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez le nerf qui est dans le cou. Donc imaginez chez ce patient, il a une atteinte de l'œil gauche, ici en rouge, et on utilise le nerf qui est dans le cou. On va le transposer sur un nerf qui est dans le front, qui s'appelle le nerf supratrochléaire, et on va les connecter ensemble. Et ainsi, le nerf qu'on a pris sensitif qui est dans le cou va servir d'autoroute pour guider les nerfs vers la cornée. Alors en pratique, ça se présente comme ceci. Donc voilà, on prélève un nerf qui est dans le cou. Donc c'est une incision qui est de petite taille, hein, ça fait à peu près 2 cm. Alors ça, c'est en collaboration avec mon collègue ORL, bien sûr. On repère celui qui est au niveau du front et on va connecter les deux ensemble. Donc il faut bien mettre les paquets axonaux l'un en face de l'autre. On va suturer les axones ensemble. Et après, on va amener ça au niveau de la cornée, on va enfouir sous la conjonctive. Donc en post-opératoire, ici, on voit bien que le patient a une cicatrice sur la cornée, c'est la cicatrice de kératite neurotrophique. Donc la technique ne va pas éclaircir la cornée, mais on peut voir, dès les premiers mois, avec le microscope confocal, on peut voir apparaître des axones dans la cornée, et ces axones vont persister dans la cornée même après plusieurs mois. Et on voit ici, chez le patient, les cicatrices à 1 mois qui sont de petite taille et peu visibles. Donc une technique qui n'est pas très invasive pour le patient. Une fois que la cornée est réinnervée, là on va pouvoir penser à faire une greffe de cornée, les greffes de cornée dont on parlait juste avant, pour redonner une transparence. Donc on passe d'un patient qui n'avait pas de solution à un patient qu'on va réinnerver et potentiellement greffer pour redonner de la vision. Parce que les greffes de cornée ne sont pas possibles en absence de nerfs. Les greffes de cornée ne sont pas possibles en absence de cellules souches, elles ne sont pas possibles en absence de nerfs, donc d'où l'intérêt de ces stratégies
redonner des cellules souches, redonner des nerfs avant de faire des greffes. Donc les résultats chez nos patients, donc une augmentation de l'innervation en densité, des patients qui développent ce qu'on appelle des névromes dans la cornée, mais qui ne sont pas douloureux dans ces cas-là et qui disparaissent assez rapidement avec l'utilisation de sérums autologues. Donc l'intérêt d'utiliser des stratégies aussi médicamenteuses en parallèle des stratégies chirurgicales. L'inflammation au niveau de la cornée qui diminue. Et un épithélium qui se remodèle de façon favorable. Donc on arrive à renverser le process. On a moins d'inflammation dans la cornée, on a une innervation et on a un épithélium qui est plus sain. Alors toute cette prise en charge chirurgicale, elle est aussi connectée avec le travail qu'on fait à l'Institut de la Vision avec Alain Chédotal. Et donc on a développé en parallèle de ça tout un tas de souris transgéniques pour étudier l'innervation de la cornée. On peut utiliser des souris transgéniques qui vont nous permettre de marquer l'intégralité des fibres de la cornée. On peut le voir ici sur ces images. Ou alors, juste certaines fibres, une population, comme je disais tout à l'heure, les polymodales. Ou alors, on peut juste visualiser quelques axones. Si on veut étudier des phénomènes précis, on est toujours meilleur à l'échelle de l'axone unique. Ça va permettre de mieux comprendre le remodelage. On peut aussi moduler la quantité d'axones avec des injections de médicaments. À partir de ces souris, après, on peut déléter certains gènes pour nous permettre de comprendre le rôle de certains gènes, pour essayer de trouver des cibles thérapeutiques, pour essayer de augmenter cette innervation, soit quand elle est déjà présente, soit quand on l'a redonnée pour la booster. On a par exemple ici des cibles, la neuropiline qui est un gène impliqué dans le développement, et on voit que quand on délète la neuropiline sur l'image où il y a écrit mutant, on a une innervation beaucoup plus importante, ça c'est pendant le développement. On va retrouver ce phénotype d'hyperinnervation pendant le développement et à l'âge adulte. On voit ici beaucoup plus d'axones. Et même après des lésions, on va avoir ce phénotype d'hyperinnervation. Donc on a une cible intéressante pour la régénération. En parallèle, on a également la possibilité d'étudier les cellules immunitaires qui sont dans la cornée, avec ici par exemple une souris qui permet de voir les cellules immunitaires et les axones, ou l'épithélium. Donc on peut visualiser les axones, l'épithélium, l'immunité, et tout ça, ça nous sert à reproduire ce modèle de neurotisation et de kératite neurotrophique chez l'animal. Donc ici, un modèle de kératopathie neurotrophique où on voit, après lésion des nerfs ciliaires chez la souris, une dénervation, vous voyez sur l'image B et C. Très rapidement, tous les nerfs de la cornée vont disparaître. Les souris vont développer une kératopathie neurotrophique. Et après, on est dans la capacité de faire une réinnervation de la cornée. On voit en bas des cornées réinnervées. Donc l'intérêt pour nous de cumuler ces deux approches, patient et modèle animal, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de réinnervation, de régulation de l'immunité, de remodelage de l'épithélium, de possibilités d'amélioration de la technique chirurgicale aussi. Avec l'imagerie en live qu'on a développée maintenant, on peut suivre au cours du temps, jour après jour, le développement de ces axones. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, cette approche translationnelle qu'on développe entre les 15-20 et l'Institut de la Vision pour améliorer l'état de l'innervation des patients, pour la prise en charge des kératopathies neurotrophiques, mais également de toutes les pathologies liées à l'innervation qui sont nombreuses. Je vous remercie.